Bonjour Stéphane, bonjour à celles et ceux qui nous regardent donc pour ce podcast. Bon, le but de ce podcast, c'est de mieux te connaître, mieux connaître aussi le projet que tu portes. Alors bon, Stéphane, après on va se dire tu, on se connaît plutôt bien, c'est le moins que je puisse dire. Ça serait ballot qu'on se vous voit quand même. Non, ça serait une première quand même. Alors justement, voilà, l'idée c'est de te poser des questions à la fois sur ton parcours, mais aussi sur les idées que vous portez, toi, et la liste que tu conduis, donc unie à gauche pour la Seine. Alors, mais d'abord, on va commencer à en apprendre un petit peu plus sur toi. Bon, il y a eu quelques interviews qui ont permis de déceler un petit peu qui se cache derrière Stéphane Sacco, mais voilà, on va le faire aussi un petit peu. Alors d'abord sur toi, donc tu as 62 ans, tu as deux filles, bon, deux grandes filles et quatre petits-enfants. C'est correct jusque-là? C'est tout juste. Et bon, tu as une belle carrière, on y reviendra. Tu aurais pu te dire, bon voilà, je suis en fin de carrière, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, et voilà, faire une fin de carrière tranquille. Mais non, tu décides pourtant de partir au combat. Tu as dit dans une interview que c'était tes petits-enfants qui avaient été le déclencheur pour ce combat. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Jimmy. En vérité, ce qui s'est passé, le vrai déclencheur, ça a été en 2017. J'avais déjà ma première petite fille, Léa. Et j'ai eu mon deuxième petit enfant qui est arrivé, c'était un petit-fils, c'était Lucas. Et je me suis dit, mais dans le monde dans lequel on vit, je ne peux pas rester spectateur. C'est pas possible j'en reste là. Et il m'a paru comme une évidence que la brique élémentaire était au niveau de la commune. Donc je me suis dit, j'ai plus de temps. J'arrivais un petit peu dans une période de ma carrière. J'ai eu une grosse partie de ma carrière que j'ai faite à l'étranger. J'allais souvent dans l'Amérique du Sud, des choses comme ça. Là, je me suis dit, j'ai du temps et il est temps de m'investir sur ma commune avec le temps que j'ai et surtout avec l'expérience professionnelle que j'avais. Et justement, cette famille, tes filles, ta femme, quand tu leur annonces que tu pars au combat pour ces élections municipales, c'est quoi leur réaction? Parce qu'on sait que la politique, parfois, ça peut être violent, surtout à la Seine. Les débats pour les municipales sont toujours très enflammés. C'est toujours un vrai combat. Alors voilà, quelle est leur réaction face à ta décision? En premier, mes filles n'ont pas été vraiment surprises parce elles me connaissent. Elles savent que je suis quelqu'un de combatif et qui aime bien les challenges et ces choses-là. On le verra tout à l'heure, c'est vrai que tu as toute une palette Voilà, d'engagements divers et variés. Ça n'a pas surpris vraiment mes gamines. D'ailleurs, elles sont parmi mes premiers soutiens. Quand j'en ai parlé avec Valérie elle m'a dit, bon, écoute, tu as bien réfléchi parce que quelque part, on sait que ça va demander un gros investissement personnel et ces choses-là. Donc oui, de son côté, j'ai eu un feu vert, sans aucun problème. Et la preuve en est qu'elle est à mes côtés dans tous les instants. Et nous partageons intégralement toute cette période très intense. Et en même temps, comme c'est une personne qui a été élue d'opposition sur Sifour, Oui, c'est vrai que je bénéficie un petit peu de son expérience aussi. c'est ça, elle le connaît, et elle comprend aussi ses engagements et vous les partagez aussi ensemble. Ouais, puis je voudrais quand même rajouter que comme mes petits-enfants comptent énormément pour moi, Bien sûr. je sais me réserver des moments avec les petits-enfants parce que en vérité, ça permet de garder un contact aussi avec la vraie vie. Avec la vie réelle, c'est sûr. On parlera tout à l'heure des problématiques, des scénarios. Et c'est vrai que c'est Exactement. important de pouvoir toujours être au C'est ça. contact, aussi bien en De tant ne que pas se décorréler de la vraie vie. se faire son rôle de papy. Aujourd'hui, tu travailles à Naval Group. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui là-bas exactement? C'est quoi ton rôle actuellement? Mon poste actuel est, je suis directeur de programme. Je fais de la gestion on va dire, d'entretien des navires de la marine nationale française. Voilà, c'est un poste où je fais de la gestion technico-financière de gros programmes qui tournent sur plusieurs centaines de millions d'euros. Ah oui, gros Donc projet. voilà, donc des gros budgets étalés sur plusieurs années. Voilà, donc c'est ma fonction actuelle. Bon, tout en gardant quand même un peu un pied dans la technique, puisque pour ma boîte, je suis expert national d'un domaine pour le traitement de l'air, la réfrigération. Voilà.
Parce qu'il me semble important qu'étant ingénieur, il faut rester collé à la technique. Bien sûr, et puis en plus, ce qui est intéressant dans ton parcours, j'ai appris ça, c'est que tu as commencé vraiment tout en bas de l'échelle, quoi. Ah ouais, mais je pouvais pas commencer plus bas, enfin plus bas, c'est péjoratif ce que je suis en train de dire. Non, mais... Non, je commençais comme ouvrier. Ok. Je suis sorti des écoles en 80 comme ouvrier. Et puis après, derrière, j'ai connu tous les échelons hiérarchiques, la reprise des études, le diplôme. Et ça m'a amené jusqu'à des postes de direction. Ouais, c'est vrai que tu as pu gravir, comme tu as dit, tous les échelons. Mais c'est pas courant aujourd'hui. Mais justement, cette connaissance du terrain, de l'industrie, de la mer, de toutes ces problématiques, concrètement, ça peut t'aider pour comprendre, je sais pas, des dossiers qui concernent aussi la ville. Par exemple, comprendre un dossier complexe comme celui de la zone Brégaillon. Alors, le dossier de la zone Brégaillon, pour moi, cette zone d'activité est d'une importance capitale pour la ville. Bien sûr. Ça fait des années que la ville de la Seine-sur-Mer s'est orientée vers le tout-tourisme. Donc j'ai un peu du mal à comprendre, alors que sont passés la porte pour parler de l'industrie et pour parler et en particulier l'industrie du domaine maritime. Donc la zone de Brégaillon, je connais bien les industriels qui y sont, c'est plus de 2000 emplois directs sur la zone, et ce sont des personnes avec qui je travaille pas quotidiennement, mais presque. Et je me sens vraiment comment dire, apte à parler de leur activité, puisque je me considère comme faisant partie d'eux, quoi. Oui, bien sûr, tu connais. Et justement, j'en profite que tu as un petit peu les compétences et connaissances sur ces dossiers-là. Voilà, une petite digression sur ça. On avait entendu parler, je crois que c'était à l'appel d'un CIL toulonnais, du fait que certains voulaient relocaliser les Corsica Ferry sur la zone Brégaillon, justement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un risque? Et quelle est ta position sur ce sujet-là? Parce que déjà que c'est compliqué, on le verra tout à l'heure sur les conditions de circulation, si en plus on se met à voir ça. Dans les conditions actuelles, c'est presque impensable. Parce que, c'est impensable. D'abord, comme tu viens de le dire, par rapport aux problématiques de circulation en entrée de ville, si on vient rajouter les moments où les ferries sont sur le départ avec le flux de véhicules, les problématiques de circulation, il y a les problématiques de qualité de l'air. Écologiquement, ça a un impact direct. Donc non, moi je m'opposerai fermement en tant que maire de la Seine-sur-Mer à la venue des ferries, de la Corsica Ferry, sur la zone de Brégaillon. Mais justement, on va rester sur la mer. Bon, si la Seine occupe une place importante dans ta vie, tu l'as dit, tu es Seinois, et puis on verra aussi tout à l'heure, on l'approfondira tout à l'heure ensemble, mais tu as quand même un lien privilégié avec un autre lieu, une autre île qui est aussi sur la Méditerranée, c'est l'île de Beauté, la Corse comme on l'appelle. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce lien avec la Corse? Familialement, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, je suis d'origine moitié italien, moitié d'origine de la Corse. Voilà. Bon, et mes parents travaillant, c'est beaucoup mes grands-parents maternels qui m'ont élevé. J'avais un grand-père qui a énormément compté pour moi, qui était communiste, résistant, avec des personnes fortes, avec de fortes valeurs. J'ai souvenir, moi, de faire mes devoirs avec lui le soir, et puis beaucoup d'échanges, et je crois qu'il a su d'abord me faire passer cette notion de valeur de la République et les valeurs humaines, et ça me semble important, ces valeurs de résistance, c'est-à-dire d'implication dans la société. Je crois que si aujourd'hui il était là, il me dirait, non mais c'est bien, il m'appelait petit, il me dirait, c'est bien petit ce que tu fais, ne lâche rien. Et oui, c'est ça, ce grand-père un peu, c'est Voilà. peut-être de lui d'où tu tires ton sens de l'engagement, ça apparaît un peu comme une figure tutélaire, et c'est ça aujourd'hui, tu penses qu'il serait fier de ton parcours et de ton engagement Ça fait partie des personnalités qui effectivement ont marqué ma vie, ouais, tout à fait. Même s'il est parti un peu tôt, Oui. mais voilà.
Très bien, merci Stéphane. On reste encore sur toi. Voilà, donc tu habites la Seine, tu y vis, tu t'y es marié aussi il y a quelques années avec Valérie, justement. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes particulièrement à la Seine? Qu'est-ce qui t'a fait t'y installer, y rester, y vivre? Voilà, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans cette ville riche de nombreux atouts? Outre le fait que c'est une ville qui est très attachante, ne serait-ce que par, comment dire, c'est multiculturel la Seine. C'est une ville qui a toujours su conjuguer les différents niveaux sociaux. On peut parler souvent, on dit les quartiers sud, c'est les quartiers riches, les quartiers nord, c'est les quartiers pauvres. Bon, il y a quelques décennies, on n'entendait même pas ça à la Seine. Les Seinoises et les Seinois vivaient vraiment en harmonie, en sachant conjuguer les cultures. Donc moi, oui, il y a quelques lieux auxquels je suis particulièrement attaché. J'aime beaucoup la plage de la Verne, voilà, la plage du Bœuf, qui me plaît beaucoup aussi. J'aime tout particulièrement Janas, parce que j'y vais régulièrement marcher, courir, et je trouve que c'est un lieu apaisant, et on a une chance extraordinaire quand même dans cette ville, entre le littoral, Janas, les zones d'activité industrielle, mais on vient d'en parler, les estoriculteurs, donc ça nous emmène à la possibilité de manger un plateau de coquillages issu du cru, donc c'est pas donné à beaucoup de communes. Donc c'est vraiment, on a vraiment énormément de chance. C'est clair. Et justement, sans me révéler tous tes coins secrets, parce que je sais que c'est toujours chasse gardée, c'est pas évident de le dire, mais imaginons, voilà, on va se dire que je suis un de tes amis, un ami parisien, ça se soigne, et qui vient pour la première fois à la Seine. Pas des tonnes, non, je plaisante. Je comprends. Non, je plaisante aussi. Donc bon, voilà, je viens. Voilà, c'est la première fois que je viens à la Seine. Qu'est-ce que tu me fais faire? Est-ce que tu m'emmènes, je sais pas, manger au Petit Prince, flâner au parc de la Navale, voir un match de l'USS? Bon, si tu me dis aller sur la plage du Jonquet, je me posais quelques questions. Mais non, mais concrètement, qu'est-ce que tu me proposes? Non, mais je pense qu'il y a une telle diversité. Alors, manger un couscous au Petit Prince, ça peut être un bon début, ne serait-ce que pour démystifier un petit peu les quartiers nord, où souvent les gens ont coutume de dire « Oh là là, faut pas y aller, c'est un coupe-gorge ». Moi, j'y suis régulièrement, et puis jusque-là, on va dire, tout va bien, quoi. Voilà, bon, bien sûr qu'il faut aller faire un tour aux Sablettes, parce que on est sur... Oui, mais attends, moi, je veux pas les trucs touristiques, hein, je veux les petits tours. Alors, le Petit Prince, c'est déjà pas mal, c'est un petit côté... voilà. Non, mais quand je parle des Sablettes, aux Sablettes, ce qui est intéressant, c'est pas... Il y a la grande plage, bien sûr, qui est la plage connue des Sablettes, mais c'est d'aller vers la petite plage de Marviveau, où c'est beaucoup plus typique. Et puis, il y a tout le côté architectural sur la zone des Sablettes. Donc, non, il y a tout ce côté-là. Puis, ça garde du charme, même si c'est touristique, il y a énormément de charme. Mais oui, par contre, c'est quasiment certain qu'on partira faire une balade, on montera au Mé. Parce que pour moi, aller régulièrement au Mé, la montée sur le Mé, je trouve que c'est assez... alors certes, tu vas encore me dire que c'est touristique, mais je trouve que la montée sur le Mé... Ça se mérite. Donc ça se mérite, et puis je trouve que c'est très apaisant. Et puis alors, la vue à l'arrivée, c'est assez extraordinaire, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un régal après l'effort. Donc, c'est vrai que quand on arrive là-haut, c'est le réconfort avec la vue somptueuse. Bah, justement, cette ville, elle regorge, et tu viens de le dire, de lieux somptueux, aussi bien que ça vient du patrimoine architectural, mais aussi naturel, auquel on a la chance de vivre. Mais il y a aussi une richesse, et tu as commencé à l'annoncer, une richesse culturelle et associative. Et c'est quelque chose en quoi tu crois? Si je regarde un peu ton parcours, tu as de nombreux engagements. Je crois que tu as commencé tes engagements aussi associatifs auprès de l'OMAS, oui, dans les années 80, j'étais à l'OMAS, on était au foyer social éducatif, on faisait du périscolaire avec du soutien aux devoirs, un club informatique, enfin voilà, on était assez présents, avec quelques copains, on était assez présents à l'OMAS. Tu avais commencé, oui. Donc c'est là d'ailleurs que j'ai connu la ville de la Seine-sur-Mer. Voilà, après l'avoir connu sur le plan rugbyistique. Oui, c'est parce que tu as aussi des engagements sportifs nombreux. Voilà, donc d'abord le rugby. J'ai 17 ans de rugby derrière moi, j'ai arrêté le rugby, mais j'ai arrêté le rugby, j'avais 22-23 ans. Mais bon,
Les premières venues sur la Seine-sur-Mer, c'était au Stade Marquet voilà, avec un petit peu, on se disait, on savait que quand on venait à la Seine, ça serait compliqué. Mais voilà. Donc, Puis maintenant, tu es passé du terrain aux tribunes. Je suis passé du terrain aux tribunes. Bien que j'ai eu du mal à lâcher le ballon, même il y a encore, ne serait-ce que 6 ou 7 ans en arrière, je faisais encore un peu de beach rugby, tout ça. Le virus rugby est difficile à guérir, quoi. C'est ça. Mais voilà. Donc, sur le plan associatif, oui, c'est une ville qui est riche. Il y a plusieurs, des centaines d'associations, et notamment des associations sportives, puisqu'on en parle. Et d'ailleurs, dans notre projet pour la ville, le sport a une grande place. Nous voulons donner des moyens à ces associations de pouvoir accueillir leurs membres. Et en même temps, il y a aussi des associations qui travaillent dans le milieu social, notamment dans les quartiers nord, des associations comme Nelson Mandela, qui font un gros travail sur les quartiers. Souvent, on entend dire les quartiers, ça va pas. Donc, si on veut que tirer les quartiers vers le haut, il faut donner les moyens à ces associations de pouvoir faire ce qu'elles ont à faire. Et souvent, les associations, ce qu'elles vont demander, c'est pas forcément de l'argent, ça va être des moyens, ça va être un minibus pour un déplacement, ça va être des tables et des chaises, ça va être une sono, enfin, voilà. Donc, nous serons présents aux côtés des associations et nous ferons en sorte que elles puissent aller vers les buts qu'elles se sont fixés. Ouais. Ouais, on sent bien que le monde associatif joue un rôle important dans ta vie. C'est vrai que tu as différents engagements. Tu as un engagement syndical et un engagement sportif. Donc, tu nous as parlé du rugby, mais tu as aussi l'aïkido qui occupe une grande place dans ta vie. Ouais, quand j'ai arrêté le rugby, je suis resté un an ou deux à me poser des questions, savoir trop ce que je pourrais faire. Aussi un peu le tennis, des choses comme ça, mais ça m'allait pas. Et puis, j'avais un de mes beaux-frères qui pratiquait l'aïkido chez Dominique Bambara à l'US Cheminot à la Seine. Et ça, là, on est en 86. Et donc, j'ai fait mes premiers cours chez Dominique Bambara à la Seine, où j'ai passé mon premier dan, mon deuxième dan. Voilà. Donc, oui, donc aujourd'hui, même tu as ton propre club, c'est ça, et tu es prof. J'ai 40 ans d'aïkido, donc. Ok. J'enseigne depuis 2021. Voilà, donc j'ai mon club sur Toulon, puisque Aikido Toulon-Faron, puisque à l'époque, quand j'ai recherché un dojo, c'était compliqué de trouver un dojo sur la Seine-sur-Mer, et donc mon dojo est sur Toulon. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que ce sport, tous tes engagements. Par rapport au sport, je crois même que tes proches disent un mot de toi. J'ai entendu ça dans une interview que tu es bigorexique. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'explication sur ce terme ? C'est assez drôle parce que la première fois où Valérie m'a dit ça, d'abord je connaissais pas le mot. C'est vrai que c'était le mot, je connaissais pas le mot. Je me suis demandé si c'était une maladie grave. Non, je faisais, alors j'en fais un peu moins, mais je faisais énormément de sport. C'est-à-dire que je suis un adepte du footing. Je suis un adepte de la marche, même si ça semble pas un sport, ça peut l'être, la rando, quoi. Donc le rugby, auquel j'ai joué même après en amateur quand j'ai lâché, et puis l'aïkido 2 soirs par semaine, plus des stages les week-ends. Mais je trouve qu'il y a une logique et c'est assez complémentaire tout ça, parce que l'aïkido m'a apporté la sagesse, la patience, parce que la pratique est assez compliquée, donc ça demande de se poser. Et le rugby m'a apporté l'engagement, l'esprit d'équipe. Donc, et ça m'a permis, moi, dans d'autres domaines que le sport, de les mettre en application. Ouais. Bien sûr, justement, cette énergie sportive, tu l'as aussi transformée en énergie citoyenne. Et tu t'es aujourd'hui, par exemple, tu es responsable d'un CIL, donc un comité d'intérêt local, pour ceux qui nous regardent. Donc, justement, pourquoi t'investir dans les CIL ? Quel est pour toi le rôle d'un CIL dans une ville ? C'est une vraie courroie de transmission pour une ville. Les CIL sont en prise directe avec les Seinoises et les Seinois. Il faut être à leur écoute. Il faut même, c'est un premier échelon de la démocratie locale. Il faut être à l'écoute des CIL, les intégrer en amont des projets, parce que eux sont capables de nous dire ce qui remonte du terrain. Bien sûr qu'en tant qu'élu, il faudra qu'on soit présent
aux côtés de nos concitoyens. Mais on ne peut pas tous les rencontrer. Et par l'intermédiaire du CIL, on peut avoir des remontées qui sont quand même importantes à avoir, puisque chaque CIL... À la Seine-sur-Mer, il y en a 7 de CIL. Donc ça couvre la totalité du territoire. Donc il faut vraiment être à leur écoute. Quand nous serons en place, nous ferons ce qu'il faut pour qu'il y ait... D'abord, on les intégrera aux assises qu'on souhaite mener dès notre arrivée à la mairie. Et en même temps, nous aurons des entretiens réguliers avec les CIL et institutionnalisés. Bien sûr, et d'ailleurs, tu as une phrase que j'aime bien. Tu dis la ville, c'est la République au coin de la rue. Oui, je me suis servi assez souvent de celle-là. Mais c'est vraiment l'image. Ouais, c'est vraiment l'image parce que les concitoyens ne connaissent pas toujours leurs députés, pas toujours leur conseiller départemental. Par contre, le maire, lui, il est connu. Les gens avec qui il travaille, l'équipe municipale est connue. Et je crois qu'il faut garder ce lien parce que c'est vraiment le lien entre la ville et la nation et l'État. Et l'État, c'est la République, quoi. Voilà. Et ce lien, c'est aussi un lien démocratique. Donc, c'est très important. Et justement, aujourd'hui, quel est l'état de cette démocratie locale? Il faut on rajoute aussi le mot participative. Alors, on a vu, par exemple, récemment, un petit peu un dossier sur l'exemple par exemple, du parvis de l'église, où il y a eu un petit couac entre ce qui était proposé et finalement ce qui est arrivé, notamment au niveau des arbres qui avaient été choisis. C'est ça, tu peux nous en dire un mot? Voilà. C'est presque triste, c'est-à-dire que, bon, pourquoi pas refaire le parvis de l'église, mais enfin, le centre-ville avait besoin de bien d'autres choses avant qu'on s'occupe du parvis de l'église, surtout que les dernières sommes engagées dont j'ai entendu parler, au départ, on m'avait parlé aux alentours de 100 000 euros. Là, je crois qu'on est plus près des 400 que des 100, quoi. Donc, venir mettre aux alentours de 400 000 euros sur un parvis pour qu'au final, on ait rajouté du béton au béton, on soit venu y mettre des palmiers, des cocotiers, c'est ça. des pots palmiers. Enfin, franchement, on n'est pas vraiment sur un arbre endémique, quoi. Donc, c'est... Il fait pas beaucoup d'ombre non plus. Il faut bien choisir les feuilles. Voilà, bon, alors en plus, cerise sur le gâteau... si je peux m'exprimer ainsi, aujourd'hui, lorsqu'il y a des cérémonies pour des enterrements, les corbillards ne peuvent plus se garer. Ils sont obligés de se garer sur la route. La police municipale intervient pour certaines fois arrêter la circulation. Donc franchement, c'est ni fait ni à faire, quoi. Donc investir de l'argent pour qu'au final, ça soit moins bien qu'avant, c'est un peu dommage. Et justement, comment, pour pallier à ces difficultés, comment toi et ton équipe, vous pensez résoudre cette problématique pour permettre aux Sénois de participer, de faire vivre cette démocratie locale et participative? Je prends mon exemple par exemple, jeune papa avec deux enfants en bas âge. Comment est-ce que tu fais en sorte pour qu'un papa comme moi un peu débordé, que tous les Sénois puissent participer aussi, parce qu'on n'a pas toujours le temps, participer aux réunions le soir. Donc voilà, est-ce que vous avez pensé à des solutions qui permettraient à tout à chacun de participer aussi, d'avoir son mot à dire pour le devenir de notre ville? Est-ce que vous avez des idées? Alors d'abord, moi je suis plus un papa débordé, mais il m'arrive d'être un papy un peu encore débordé, puisque j'essaye de temps en temps d'aller chercher mes petits-enfants à l'école, et c'est vraiment des moments privilégiés. Donc oui, bien sûr, alors on mettra sûrement des outils numériques à disposition de nos concitoyens. On proposera des annexes de mairie mobiles par l'intermédiaire de minibus, des choses comme ça. Et puis surtout, nous, en tant qu'élus, on va aller vers les Sénoises et les Sénois. C'est-à-dire que les élus auront des permanences in situ dans les quartiers et on ira dans les différents quartiers. On n'ira pas, s'il y a une permanence au centre-ville, venez au centre-ville. Non, on ira de partout. On ira à Brégaillon, on ira à Janas, on ira au Mouissec, on ira à Fabregat. On sera sur la totalité des quartiers. Et surtout, moi, ce que je souhaite institutionnaliser, là, c'est... ça apparaît dans notre programme. Il y aura une journée par mois, ça s'appellera « Je vois mon maire ». C'est-à-dire que les Sénoises et les Sénois sur rendez-vous pourront voir leur maire. Je consacrerai une journée pleine par mois à rencontrer les Sénoises et les Sénois. Okay. Donc,
entre les outils numériques en dématérialisé, plus les véhicules qui se déplaceront, qui sont des mairies mobiles, et la vision des élus, je pense que ça devrait aller pas mal, quoi. Bah justement, tu nous parles, t'appuies aussi sur les élus, enfin tes colistiers. Bah, justement, parle-nous un peu de ton équipe qui est autour de toi aujourd'hui. Alors, tu as réussi, certes, on l'a vu, à fédérer un certain nombre de partis de gauche, mais au-delà voilà, des partis, des étiquettes, toutes ces personnes que tu as autour de toi, je crois qu'ils ont des profils un peu variés professionnellement, ils viennent un peu de tous les quartiers. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec une équipe hétérogène comme la tienne? Comment on fait pour que ça matche, quoi, pour que ça prenne? Alors moi, je n'utiliserai pas le terme hétérogène. Ouais. Parce qu'hétérogène, dans mon milieu professionnel, ça veut dire que c'est différents matériaux, et souvent, c'est compliqué de les amalgamer. Par exemple, une soudure hétérogène, elle est plus compliquée à faire. C'est plus compliqué de la rendre homogène. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt une équipe multidisciplinaire. Okay. Bon, je vais avoir... on a dans l'équipe des urbanistes, des étudiants, des enseignants, des anciens policiers. On a vraiment... voilà. Par contre, l'avantage que ça a, c'est que ça nous donne toute une palette de connaissances qui nous permet, au niveau des différents domaines de la ville, d'avoir une vision, mais une vision de terrain, une vision de Seine-Nord. Voilà. Et puis l'avantage qu'on a, c'est que notre équipe homogène, eh ben, on est unis, et puis on a un seul objectif, c'est de travailler pour la ville. Voilà. Donc, et l'équipe est cohérente. C'est-à-dire qu'on a fait une union à gauche, là, avec une équipe cohérente. Notre objectif, c'est, si demain on est aux affaires, ce dont je ne doute pas, on n'implosera pas au bout de 6 mois. Voilà, c'est bien beau de faire des coalitions et on en parlera après, voilà, c'est bien beau de faire des coalitions, mais bon, si c'est juste une façade pour avoir un vote des électeurs, ça sert à rien, quoi. Et justement, tu disais, je crois que j'ai vu un des slogans, c'est une voix nouvelle et rassembleuse. Justement, le fait d'être une voix nouvelle, c'est un atout pour toi, ce côté-là? Parce que c'est vrai que certains de tes opposants peuvent dire, bah, il est très bien Stéphane, mais il manque un peu d'expérience. Alors justement, le fait de pas, voilà, de démarrer, d'être une nouvelle voix, c'est voilà, comment tu le vois comment, toi? Nous, on a zéro politicien professionnel. Voilà, c'est aussi simple. Ça peut se résumer comme ça. On a... on va pas... Allez, Madame Biquet, elle est en politique depuis 1995. Monsieur Mignetti, n'en parlons pas. Il a commencé sous Émile Loubet, je crois, ou un truc comme ça. Pour ceux qui ont... Non, je plaisante. C'est pas sympa, je plaisante. Mais Monsieur Collin a toujours fait de la politique. Enfin, Monsieur Munoz est assistant parlementaire. Donc, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'effectivement, on n'a pas d'expérience d'élu, mais on a une expérience professionnelle et une vraie expérience dans la vraie vie. On a les pieds dans la vraie vie, on a les pieds dans la cité, quoi. Donc on sait vraiment où on va, et nos expériences personnelles nous permettent aujourd'hui de dire que quand on arrivera aux affaires en nous appuyant sur les agents territoriaux qui sont une richesse pour notre ville, on sera capable de mener à bien notre projet. Et justement, c'est... ces personnes, cette expérience de terrain, est-ce que, bon, tu disais par exemple lors de l'inauguration de ton local que les propositions que vous avez formulées, elles étaient déjà budgétées, vous avez réussi déjà à voilà, les chiffrer, vous avez une bonne connaissance de l'état des finances de la ville Alors ça, c'est un petit peu des arguments qu'on entend pas mal, c'est que du fait que, c'est qu'en clair, on a la tête dans les étoiles, on n'a pas les pieds sur terre. Donc, on a les pieds bien sur terre. Okay. Tout notre programme a été chiffré. Et nous sommes conscients de l'état des budgets, tant sur le plan national, pour les communes, que sur le plan local. Voilà. On en est conscient. On sait très bien que sur le plan national, on va vers une restriction de moins de 10 milliards pour les collectivités territoriales. On sait très bien que les finances à la Seine ne sont pas non plus faramineuses, bien qu'elles vont beaucoup mieux que ce qu'il y a quelques années. Voilà, donc on est conscient de ça, on a chiffré, et tous nos projets prennent compte
de cette situation financière. Vous avez déjà pensé à tout ça. Et justement, avec cette équipe, bon, c'est un projet que je crois que tu t'es pas levé un matin en te disant, bon, je vais me présenter aux élections municipales. Tu as quand même mûri cette idée. Tu t'appuies notamment sur tout un travail que tu as fait dans le cadre d'une association, la Seine à venir, donc qui vous a permis de travailler, de penser ces sujets. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur cette démarche peu citoyenne aussi que tu as lancé Ben, très tôt, on s'est dit qu'il fallait intégrer les Seinoises et les Seinois à notre démarche pour préparer un projet cohérent pour la ville pour 2026. Donc l'idée de l'association est arrivée très rapidement après l'élection de 2020. C'était en 2022 et l'association a été créée en 2023. Donc avec cette association, ça nous a permis, aujourd'hui on a un peu plus d'une centaine d'adhérents. Bon, ça ne représente pas, par rapport aux 63 000 Seinois, c'est pas énorme, mais ça nous a permis quand même de construire un projet avec les citoyens. On a lancé plus de 17 chantiers programmatiques. Et du coup, ça nous a permis de tenir compte des réalités de terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur des grandes idées, le pont de la réconciliation, le tunnel sous le port, des choses, enfin voilà. Donc on est resté très concret. Des problématiques sont apparues très rapidement. Il y a eu la problématique, il est apparu les problématiques. Il y a eu le logement, il y a eu les problèmes de circulation, il y a eu les problèmes de démocratie locale, parce que les Seinoises et les Seinois se sont plaints de pas être suffisamment consultés. Donc ça nous a permis de développer la sécurité aussi, est arrivée très rapidement. Donc ça nous a permis de développer tous ces points-là, quoi. Oui, et justement, avec cette association, vous avez un local, rue Baptiste-Saint-Paul, dans lequel vous avez laissé certaines associations pour faire des expositions. Donc c'est vrai que cette mise en valeur des associations locales, patrimoniales, sénoises, c'est quelque chose qui t'est cher et qui vous est cher aussi. Alors d'abord, comment dire, à titre personnel, je suis présent dans énormément d'assauts. Voilà. Pour moi, le lien associatif et le travail fait par les associations est indispensable. Alors certains diront, quelque part, c'est dommage que les associations soient obligées de prendre la place de l'État. Et on peut répondre qu'en définitive, si demain les associations s'arrêtent, c'est pas pour autant que l'État reprendra toute une partie de ce qu'il a laissé à l'abandon. Donc autant donner les moyens à ces associations d'atteindre leurs objectifs, d'être présents aux côtés des citoyens. Le lien associatif est indispensable. En plus, il y aura jamais le même contact entre des associations qui sont constituées de citoyens lambda à la base, qu'avec une structure étatique, même si la structure étatique va essayer de rentrer, d'être comme proche, là on a un lien de citoyen à citoyen, quoi. Et justement sur ces associations, la droite, est-ce qu'elle a abîmé ce tissu associatif local? Quel regard tu portes sur... Ouais, j'ai souvenir à l'arrivée, les premiers budgets, il y a eu des coupes sombres. Pratiquement toutes les associations ont été concernées par des réductions budgétaires et des coupes sombres au niveau des financements. Des associations, tout à l'heure je parlais de l'association Nelson Mandela, j'ai même entendu dire association islamo-gauchiste en parlant par certains élus, hein, pas par Madame Biquet, mais par certains élus de l'équipe à Madame Biquet. Enfin, c'est quand même... faut être conscient que si on veut que ça aille mieux, ne serait-ce que déjà dans certains quartiers, des quartiers populaires, il faut que les associations puissent y prendre largement leur place et qu'elles puissent tirer les gens vers le haut, qu'elles puissent y emmener, que ça soit de la culture. Souvent, on parle d'éducation populaire, mais l'éducation populaire, c'est quoi? C'est l'accès à la culture pour tous.
Donc, oui, bien sûr que c'est important. C'est ça, tu dis souvent aussi dans tes interviews, dans tes prises de parole, mettre l'humain au cœur. Voilà, c'est indispensable. Enfin, moi, mon moteur, il est là, quoi. Mon moteur, c'est l'autre, et c'est mon rapport à l'autre. Voilà, alors, ça fait un peu pompeux, mais oui, c'est l'amour de l'autre. Et oui, l'humain au cœur, bien sûr. Il faut que le contact soit vraiment. Faut que les gens qui travaillent ensemble se sentent en confiance. Donc, il faut qu'il y ait de l'humain, oui. Et justement, tout à l'heure, tu parlais des associations notamment. Tu nous disais que quelquefois, c'était pas tant des moyens, enfin, des moyens financiers qu'elles avaient besoin, c'était des fois des moyens, enfin tout ça, des aides ponctuelles. Justement, c'est ça. Des fois, les assos, ce qu'elles demandent, c'est pas grand-chose. C'est un petit coup de main, une sono, quelque chose qui peut les accompagner. Donc pour ça, il faut aussi avoir que la ville se dote des services publics en mesure d'y répondre. Moi, il y a une phrase de Jaurès que j'aime bien, que tu dois connaître et que tu dois partager aussi, c'est que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que cette phrase elle t'inspire et justement ta vision de cette phrase du service public? Alors, la grosse différence avec l'équipe de droite qui était en place, mais même peut-être les équipes de droite qui se sont succédées ou qui ont pu précéder, pour nous, le service public et les agents qui la composent ne sont pas des variables d'ajustement économique. Parce que quand j'entends M. Mignetti se gargariser qu'il a eu de meilleurs résultats budgétaires parce qu'il n'a pas remplacé des départs à la retraite, Bon, non, en vérité, c'est une richesse. Le service public et les agents qui la composent, c'est une richesse. Et il faut, bien sûr... Alors d'abord, c'est une richesse sur laquelle il faut s'appuyer, parce qu'un élu ne peut pas tout savoir. Et heureusement, il y a des services qui permettent de mettre en œuvre les projets qu'on souhaite. Mais surtout, il faut leur donner les moyens d'assurer leur mission. Il faut leur donner, que ce soit les moyens matériels, que ce soit les moyens humains. Tout à l'heure, je parlais des départs à la retraite. Il faut que ce soit les moyens humains et les moyens de formation. Voilà, donc nous, quand nous arriverons aux affaires, nous ferons un bilan avec à la fois les différents agents et les partenaires sociaux pour voir, faire un état des lieux. Et voir comment on peut mettre en œuvre une vraie politique de soutien aux agents territoriaux. Oui, justement, et dans ces agents territoriaux, il y a par exemple les ATSEM, dont le rôle est indispensable et irremplaçable dans nos écoles. Ça me permet peut-être de te poser une question sur ton point de vue sur l'éducation. Alors, déjà, commencer par un sujet sur lequel tu t'es engagé publiquement et de manière assez ferme, c'est sur la question du complexe Verne-Mabily. Donc, il y a eu, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, au départ, il était prévu que ce complexe soit reconstruit sur le site de l'ancienne mairie sociale. Et finalement, la mairie a changé d'avis. Pour l'instant, statu quo. Il y a un collectif qui a interpellé les candidats justement pour vous demander quelle était votre position. Toi, tu as répondu de manière assez claire, nette et sans... tu as été assez clair. Pour toi, tu es volontaire pour reconstruire ce complexe, donc Verne-Mabily, avec des écoles qui sont aujourd'hui un peu vétustes. Mais la question, presque, elle ne se pose même pas. Alors d'abord, c'est Verne-Mabily, c'est un projet, si je ne me trompe pas, qui doit dater entre 10 et 15 ans. Donc c'est une affaire qui avait été mûrie de longue date. L'équipe qui a précédé Nathalie Biquet, l'équipe de Marc Vimot, avait prévu, c'était budgété, le projet était fait, enfin bon... Je ne sais pas pour quelle raison obscure, d'un coup, le projet a été mis dans un tiroir. Bon, c'est inexplicable. Les écoles à la Seine-sur-Mer, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont dans un état déplorable, mais enfin quand même, elles vont demander énormément d'efforts. Je ne sais plus dans quelle école il y a eu, dernièrement, il y a eu un arbre qui est tombé.
Ah oui, je vois que c'est l'école Victor Hugo. Voilà. Donc sur Victor Hugo, il y a un arbre qui est tombé. 2 qui menaçaient de tomber à côté. Okay. Bon, et la solution qui a été apportée, c'est on a occulté une partie de la cour et les gamins se sont retrouvés parqués d'un côté. Donc c'est pas sérieux, quoi. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé en début d'été l'année dernière, puisque en fin d'année scolaire, au mois de juin avec les fortes chaleurs, les premières canicules qui sont arrivées, les équipes pédagogiques et les parents d'élèves ont été obligés d'aller acheter des ventilateurs pour que les gamins ne crèvent pas de chaud dans les salles. Bon, y a des choses de base à faire, revoir tout ce qui est isolation au niveau des écoles, mettre des filtres anti-UV au niveau des vitres, enfin, il y a tout un tas de choses à faire. Et je reviens sur ce qui concerne Verne Mabily. Là, j'ai vu la réponse, donc oui, effectivement, moi j'ai répondu, c'était il y a un peu plus d'une semaine, j'ai répondu samedi, il y a 8-10 jours. Il y a la réponse de M. Capobianco qui est arrivé. Lui, il dit « Ah ben non, c'est pas utile parce que pour des raisons démographiques, il n'y a pas nécessité à créer une nouvelle école, un nouveau groupe scolaire. » Mais je ne sais pas dans quel monde il vit, M. Capobianco. Mais je pense que lui, en définitive, son seul objectif, c'est dépenser moins. Voilà. Mais est-ce que l'enjeu de santé pour nos enfants, est-ce que ça se négocie ? Moi, je pose juste la question. Est-ce qu'on peut négocier un problème de la santé de nos enfants et la qualité de leur éducation et surtout du milieu éducatif? Est-ce que c'est quelque chose qui est négociable ? Pour nous, ça ne l'est pas. Voilà. Oui. Et ça me permet aussi d'aller sur un autre sujet. Bon, on n'a pas le temps de tout aborder, mais c'est vrai que la question au niveau de la petite enfance, c'est vrai qu'on entend aussi des voix s'élever, des assistantes maternelles, mais aussi des jeunes papas ou des grands-pères aussi, des grands-parents qui parlent de structures, notamment dans les parcs publics pour les enfants inadaptés. C'est vrai qu'il ne fait pas forcément bon vivre quand on est un petit à la Seine. Est-ce que c'est une problématique que vous avez identifiée dans vos projets ? Est-ce que vous avez des personnes qui y travaillent, qui sont conscients de ces... Ou peut-être toi, en tant que... ils ont un peu grandi, mais... Non, oui, moi, d'abord, oui, on en est conscient. Et oui, dans l'équipe, il y a des personnes qui ont travaillé sur le sujet. Dans l'équipe, on a une assistante maternelle, okay. On a des enseignants qui travaillent en maternelle et d'autres qui sont en primaire. Oui, les aires de jeu à la Seine-sur-Mer, c'est vraiment pas adapté. Il y en a même certaines qui sont... Alors, je dis pas dangereuse, mais enfin, en tout cas... et puis, on manque de lieux où les parents puissent aller faire du vélo et en même temps, à ce que les enfants soient en sécurité. Moi, j'ai en tête, par exemple, l'espace Malser, oui. Qui était un parc. Il y avait le petit parc et à côté, il y avait les aires de jeu. Alors, là, on a dit ça serait bien de faire un parking sur l'espace Malser. Du coup, on a supprimé les 2/3 à peu près de l'espace. Ils ont refait, tant bien que mal, 2-3, la zone où il y avait la zone pour les jeux, oui. Pour les gamins. Et puis au final, on s'en retrouve avec des voitures qui viennent se garer à côté. Il n'y a pratiquement pas de zone de poumons verts à l'intérieur, dans notre ville intramuros. Comment est-ce qu'on peut les supprimer ? Comment est-ce qu'on peut occulter des lieux où les gamins venaient faire du vélo, des gens jouaient aux boules. Enfin, on fait tout pour que les gens ne puissent plus faire société. Non, c'est pas possible. Et justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, Stéphane, donc un maire dans une ville ne peut pas tout. On voit que les compétences aussi ont été transférées en partie à la métropole. Alors, comment être un maire de gauche dans une métropole plutôt à droite, voire pire vu le contexte électoral ? Comment est-ce qu'on arrive, je sais pas, à faire entendre la voix des Sénois, à taper du poing sur la table quand on est peut-être un parmi les autres ? Quel est ton point de vue, ton sentiment sur ça ? Qu'est-ce que tu comptes faire pour que les Sénois puissent avoir voix au chapitre dans la métropole ? Moi, je dirais que je repartirai un petit peu comme tout à l'heure quand j'ai parlé des atouts de la ville. En tant qu'élu à la métropole, nous avons des atouts, d'accord ? Bon, les conseillers métropolitains de la majorité
Quand on sera aux affaires, on sera entre 8 et 10, déjà. Le nombre est assez conséquent. Nous avons 2 vice-présidences. Il y a celle du maire, plus une deuxième vice-présidence. Donc il y a quand même de quoi peser. Et puis surtout, notre ville, c'est la 2e ville du Var. On est là, bien sûr, donc de fait, la 2e ville de la métropole toulonnaise. Il est grand temps que nous reprenions notre place. Quand on a transféré les compétences, les budgets qui étaient associés à ces compétences ont été mis au pot commun de la métropole, ce qui est normal puisque toutes les communes ont procédé comme ça. Mais il est anormal que la Seine-sur-Mer ne soit jamais servie. On est la dernière roue de la charrette. Si on prend un exemple, ne serait-ce que pour le fameux BHNS, là. Bon, les transports en commun, on nous annonce que si tout va bien, il passera à la Seine aux alentours de 2036. Voilà. Je suis même pas sûr que je serai encore là. Non, je plaisante, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux de traiter la ville la 2e ville du Var comme ça. C'est pas sérieux. Donc nous voulons être des élus de combat. Nous voulons être les moteurs des projets seinois. Voilà. Nous voulons être présents et nous ferons en sorte que les projets sortent. On se battra. Ça sera pas simple parce que effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on aura sûrement des gens d'une majorité de droite. Malheureusement, on risque d'être le village gaulois au sein de la métropole. Mais nous, ça nous va d'être le village gaulois. Voilà. Moi, je ressemble plus à Astérix qu'à Obélix. Mais donc oui, nous, ça nous va d'être le village gaulois. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pas ça qui nous fera baisser les bras. Steph, je te remercie. Donc, ce podcast, il a 3 temps. Donc là, on a fini le premier temps où c'était des interviews. Donc maintenant, on va passer à un deuxième temps où je vais te présenter des photos et où je t'inviterai à réagir dessus. Je te remercie, Jimmy.